Bonjour ou bonsoir à tous. Donc voilà, je refais une petite vidéo sur l'actualité encore une fois. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Mais bon, ça c'est le temps et les impératifs qui m'en empêchent. Donc là, effectivement, il y a une actualité chargée, mais notamment autour de la question de la victoire de Trump aux élections américaines. Donc je vais en dire un petit mot. Mais je voudrais d'abord revenir sur certains événements avant de parler vraiment de cet événement-là. Alors c'est vrai que j'ai attendu un peu quelques jours. J'en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais avoir quand même un petit peu de recul. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites depuis mardi, là, depuis la victoire officielle de Trump, et je me dis que bon, faut pas non plus aller trop vite en besogne. Il faut prendre le temps de, de, de mesurer ce qui s'est passé, de pouvoir en parler de manière plus détendue, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui râlent, ah bon, bref. Donc on va essayer de voir les choses calmement. Mais d'abord, je voudrais revenir sur un événement à mettre en parallèle avec ça. Alors déjà, c'est vrai que beaucoup de gens font le parallèle avec le Brexit. Ils disent qu'effectivement, la victoire de Trump aux États-Unis, c'est un peu comme le Brexit ici. C'est un rejet, on va dire, de la politique, enfin, de la politique proposée par nos élites, et donc une véritable expression populaire à travers ce rejet. Et pour moi, c'est vrai on peut mettre ça en relation. Et ça montre qu'il n'y a pas seulement un mouvement national, parce que c'est vrai qu'en France déjà, ça fait un moment qu'on parle de ça, on identifie ce type de mouvement-là. Maintenant, c'est vrai on peut en parler aussi à l'échelle européenne, mais même à l'échelle planétaire maintenant avec la victoire de Trump. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable mouvement au niveau planétaire qui est en train de se mettre en place, mais je vais y revenir, je vais essayer de l'identifier ce mouvement-là plus précisément. D'abord, je voudrais revenir parce que moi je crois qu'il est important de voir les signes et pas seulement les signes vraiment politiques, mais aussi les signes plus larges. Euh, il y a eu un événement il y a pas longtemps en Europe, en Italie plus précisément. C'était un événement qui n'a rien à voir avec la politique, a priori. C'est un tremblement de terre, en tout cas plusieurs tremblements de terre depuis le mois d'août. Il se trouve que d'ailleurs j'étais en Italie au mois d'août. J'étais pendant le premier tremblement de terre, mais bon, moi je me trouvais à Rome, mais Rome était encore assez loin de l'épicentre, donc j'ai rien senti. Mais là j'ai vu qu'il y a eu des répliques. Et parmi ces fameuses répliques, bon, elles ont été de plus en plus fortes déjà, ce qui est assez curieux, parce que d'habitude les répliques sont de plus en plus faibles, hein. Et là on a des répliques de plus en plus fortes, donc c'est peut-être pas vraiment des répliques. Et puis surtout ce qui s'est passé, c'est que là, bon, ça s'est situé à peu près toujours dans le même endroit, c'est-à-dire dans les Apennins, au milieu de l'Italie. Et il y a eu là, lors de la dernière réplique, une basilique qui s'est effondrée, totalement effondrée. Une vieille basilique qui datait du Moyen Âge, totalement effondrée. Alors cette basilique était assez célèbre, elle était dédiée à San Benedetto. Alors San Benedetto, je me suis renseigné un peu sur je me suis dit tiens c'est curieux, j'ai eu envie de chercher un petit peu des informations sur cette basilique, parce que je me suis dit c'est quand même curieux qu'une basilique du Moyen Âge, dans un endroit où il y a il y a des séismes récurrents, il y a souvent des séismes dans cette partie de l'Italie. Je me suis dit elle a tenu jusque là, et là maintenant elle s'est effondrée totalement. C'est assez curieux, donc je me suis renseigné un petit peu sur cette basilique. Et j'ai vu que cette basilique dédiée à San Benedetto, faut savoir que c'est le patron de l'Europe. Voilà. Donc ça s'invente pas, quoi. San Benedetto est le patron de l'Europe. Donc après le Brexit, euh, on a un signe quand même assez curieux qui est l'effondrement d'une basilique dédiée au saint patron de l'Europe. Alors est-ce que c'est un signe d'effondrement? Alors c'est pas de l'effondrement de l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne c'est une institution fantoche, voilà, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'esprit européen réel. Pour moi, c'est plus l'expression de l'effondrement de la civilisation européenne. Voilà, c'est-à-dire, bon, certains diront Dieu, d'autres vont dire la Terre. Disons la Terre pour pas dire que je fais de la propagande religieuse ou que je suis un mystique. Voilà, moi je suis pas mystique, je cherche simplement je suis sensible aux symboles, on va dire. Et pour moi, les symboles s'inscrivent on va dire, dans une globalité générale. Et pour moi, c'est pas rien s'il y a ce signe d'effondrement de l'Europe, parce que pour moi, la civilisation européenne, qui est née à Rome, hein, puisque c'est la civilisation, bon, en réalité, elle est née en Grèce déjà dans ses fondements, mais c'est Rome, si vous voulez, qui l'a étendue et qui lui a donné aussi sa force
militaire, son hégémonie sur le monde. Hein, ça vient de là, ça vient de Rome. Et donc Rome, effectivement, c'est le berceau de la civilisation européenne. C'est aussi par là qu'est arrivée la chrétienté, parce qu'on parle de monde helléno-chrétien. Et donc helléno-chrétien, bah, c'est tout le savoir des Grecs, tous les fondements civilisateurs de Grèce, qui eux-mêmes viennent du Moyen-Orient, mais qui ont été repris à Rome. Et avec ensuite, après, la chrétienté qui s'est greffée là-dedans. Et c'est la chrétienté d'ailleurs qui a permis à Rome de, de se perpétuer. Et, euh, et ensuite, donc, je me demande si, quelque part, c'est pas une deuxième chute de Rome qui est en train d'apparaître, et ça, effectivement, c'est l'effondrement de cette basilique est peut-être le signe que la Terre nous envoie, disons, de cet effondrement. Voilà, ça s'inscrit en tout cas dans cet effondrement global. Pour moi, c'est assez drôle, voilà. Mais encore une fois, voilà, je rentre pas dans des considérations mystiques, c'est juste que je me dis, il y a des symboles qui ne trompent pas, quoi. Voilà. Alors maintenant, pour revenir plus sur le politique, vraiment, euh, donc je me dis que le Brexit s'inscrit effectivement plutôt en réaction, non pas dans cet effondrement, mais plutôt une réaction à cet effondrement. Et de la même manière, on a aux États-Unis Donald Trump. La victoire de Donald Trump, je crois qu'elle s'inscrit aussi dans une réaction à cet effondrement, parce que les États-Unis, c'est aussi euh, une extension de ce qui reste aujourd'hui de l'Empire romain, c'est-à-dire toute la civilisation européenne et américaine. Alors, euh, la victoire de Trump, pour moi, je m'en réjouis plutôt, je vais expliquer pourquoi. C'est pas que je sois fan du personnage de Donald Trump, ni forcément de sa politique, en tout cas de sa politique intérieure. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est sa politique extérieure. Étant donné que je suis pas américain, moi je suis français, espagnol. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est plutôt la politique extérieure des États-Unis. Et en matière de politique extérieure, eh ben, il est clair qu'il y avait un véritable clivage entre Trump et Clinton. Euh, euh, Clinton est dans la continuité de la politique d'Obama, qui lui-même était dans la continuité de la politique impérialiste des Américains depuis des décennies maintenant. Et en plus qui s'est accéléré après le 11 septembre. Cette politique impérialiste, bon, elle a fait les dégâts qu'on connaît tous au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, dans d'autres pays, en Yougoslavie aussi d'ailleurs. Et la question maintenant avec, la campagne entre Trump et Clinton, c'était soit on continue avec Clinton et on va un peu plus loin dans cette campagne, enfin dans ces campagnes, je dirais impérialistes. Donc le problème c'est que ça risquait d'aller très loin là parce qu'on a maintenant le problème de la Syrie avec la Russie qui bloque et Clinton a affiché son hostilité envers la Russie avec qui elle voulait rompre toute relation diplomatique, ce qui pouvait nous emmener très loin, voire à la guerre. Imaginez les conséquences d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Trump par contre a dit moi je veux bien discuter avec Poutine et Bachar el-Assad parce que l'ennemi à éradiquer c'est d'abord avant tout l'État islamique. Voilà. Donc là, je pense que rien que de ce point de vue-là, il faut se réjouir de la victoire de Donald Trump, simplement parce que déjà on a évité peut-être une guerre nucléaire. Voilà. Et je pense que là-dessus, si Trump tient ses engagements, on est au moins encore pour une certaine période de paix. Parce que toute la politique de Donald Trump est plutôt une politique de repli sur soi de l'Amérique, qui n'est pas nouveau. C'est la politique que les Américains avaient déjà dans les années 20 et les années 30. C'était une politique, c'est à la fois la politique des années 20 avec l'isolationnisme américain, le protectionnisme, et puis à la fois la politique des années 30 avec le New Deal, c'est-à-dire la politique de grands travaux, reconstruire les ponts, les infrastructures, etc. Tout ça, c'est le discours de Trump. Et, euh, et je pense effectivement que c'est une bonne chose pour l'Amérique et pour le monde que l'Amérique entreprenne une politique comme celle-là. Ça stopperait beaucoup de guerres dans le monde, ça apaiserait le Moyen-Orient, et ça permettrait aussi aux Américains de se reconstruire en tant que nation. Et les Européens, bon, après là-dedans, le problème c'est que aujourd'hui on a des élites en Europe, notamment en France et en Espagne aussi, qui sont euh, qui sont très atlantistes, fortement atlantistes, mais plus autant du général de Gaulle, hein, et c'était tout le contraire. Et donc du coup, effectivement, ces élites-là se retrouvent. C'est pour ça qu'ils marquent leur hostilité anti-Trump. C'est pour ça que notre establishment à nous en France, c'est-à-dire politico-médiatique, a montré son hostilité affichée envers Trump. Il a fait passer absolument pour un type, un fou, misogyne, raciste, tout ce que vous voulez,
parce qu'il fallait absolument insister sur ces points-là, montrer à quel point Trump était nuisible, non pas pour la France et le peuple français, mais pour les intérêts des élites françaises qui s'inscrivent dans cet atlantisme de soumission vraiment à la politique impérialiste américaine, en tout cas la politique qu'il y avait jusqu'ici. Donc c'est pour ça que je me réjouis, parce que c'est une bonne chose pour le peuple français qui est en révolte contre ses propres élites. Là, il trouve plutôt un point d'appui, en tout cas un signe positif aussi. Alors maintenant, il faut se méfier parce que moi je garde quand même certaines réserves. Là, depuis que Trump a été élu, bon, il est plutôt consensuel dans son discours. On va voir effectivement une fois qu'il va être vraiment investi ce qu'il va mettre en place, ce qu'il va faire, et ce qu'il va vraiment tenir ses engagements. Parce que on peut se permettre de douter de sa sincérité, on verra. Euh, Après, c'est vrai que il faut que Trump tienne ses engagements. Je pense qu'il a les épaules. Je pense qu'il disait vrai pendant la campagne et qu'il a les épaules pour. Le problème, c'est que bon, la pression, on a vu déjà la pression que lui a mis l'establishment pendant la campagne. L'establishment est toujours là, hein. Et je me demande si cet establishment ne va pas lui mettre une pression encore supplémentaire. Et même aller très loin. Et d'ailleurs, faut pas oublier une chose, c'est que c'est une spécialité américaine, de l'establishment américain de supprimer des présidents s'il faut, hein, y compris de leur propre pays. Parce que Kennedy, je sais qu'on va me dire que je suis dans la théorie du complot, mais Kennedy a effectivement été assassiné par son propre. Il n'a pas été assassiné par un prédateur isolé, quoi. Il a été assassiné par son propre establishment, enfin par l'establishment de son propre pays. Et, euh, et ça, on le verra. De toute façon, je pense que des gens comme nous, on le saura peut-être de notre vivant, hein, parce qu'il y a une fois que les documents seront déclassifiés, on pourra y voir clair. Et déjà maintenant, on a des éléments qui nous montrent que plus le temps avance et plus on est persuadé effectivement, en tout cas d'une chose, que c'est pas Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Donc effectivement, ça laisse la porte ouverte à des hypothèses plus politiques, je dirais. Voilà. Bon, mais ça c'est une petite digression, c'est autre chose. C'est pour ça, je pense que Trump, de toute façon, il va avoir une pression. Je dis pas que forcément qu'on va lui mettre une balle dans la tête, mais en tout cas, il va avoir une pression terrible pour qu'il, disons, pour qu'il continue la même politique, voilà, au lieu effectivement d'infléchir et de mettre en place vraiment la politique qu'il avait promis pendant la campagne. C'est-à-dire la politique isolationniste, hein, de l'Amérique refermée sur elle-même, qui s'occupe plus de ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs, et qui plutôt cherche à reconstruire sa propre nation, en tout cas cherche à se reconstruire en tant que nation. Et ce qui serait bien pour la France aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse politique vraiment sur le résultat de l'élection. Maintenant, pour moi, ça s'inscrit plus largement dans un mouvement mondial que je qualifierais de révolution conservatrice. Voilà. Je pense que c'est le terme peut-être le plus approprié, en tout cas celui que je vois comme ça, le plus, enfin, qui résumerait bien la situation. Alors ça s'inscrit effectivement, il y a le Brexit là-dedans, il y a la victoire de Trump, et en France, ça existe déjà depuis un moment. Alors c'est vrai qu'il y a un fait là-dedans qui est la manif pour tous aussi qui peut s'inscrire là-dedans. Mais il y a aussi en matière sociale toutes les manifestations qu'on a vues, les mobilisations sociales qu'on a vues ces dernières années, que ce soit depuis 2006 avec le CPE, mais ensuite 2010 les retraites, la loi El Khomri cette année. Je pense que tout ça, c'est aussi l'aspiration profonde d'un peuple, en tout cas de la classe ouvrière aussi, qui veut rompre avec ces élites-là et avec ces politiques-là. Le problème, c'est que là, c'est pareil. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on on prend souvent comme référence 68 et 36. Il faut savoir que 68 et 36 ne sont rien en comparaison avec tout ce qu'on a eu ces dernières années, même ces 5 dernières années. En 2010, il y a eu 3 millions de gens dans la rue au plus fort de la mobilisation, ce qui n'est du jamais vu en France, même en 68. Voilà. Donc 68, c'est parce que c'était plus spectaculaire et ça fait plus de 68. Faut dire qu'il y avait, puis même en 2006 avec le CPE, on va dire il y avait toute la gauche derrière aussi. Il n'y avait pas les mêmes forces, on va dire, derrière la mobilisation qu'on a pu avoir aujourd'hui. 2010, c'était beaucoup plus isolé. Il y a eu des trahisons au niveau syndical aussi qui ont fait capoter le truc. Donc c'est pas une question quantitative, mais plutôt une question qualitative des forces en présence. Voilà. Et c'est ça qui détermine si une mobilisation l'emporte ou pas. C'est pour ça que on a l'impression qu'il s'est rien passé ces dernières années, mais il s'est passé énormément de trucs. Il n'y a jamais eu autant de grèves et de manifestations. Et ça, pour moi, c'est l'expression aussi d'un malaise profond de la société, en tout cas d'un rejet profond des élites
de la politique de l'Union européenne et de toutes les institutions qu'on a en France et en Europe aujourd'hui. Et je pense que le Manif pour tous, c'est un autre versant, mais c'est aussi le même rejet. Seulement là, c'est plus sur les valeurs, je dirais, que sur le social. Parce que d'un côté, on a un peuple qui veut le progrès social qu'on lui a promis déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Ce progrès social, nos parents, nos grands-parents en ont bénéficié après la guerre. Mais nous, on nous dit, vous ne pourrez plus en bénéficier, vous ne pourrez plus vivre de la même manière. Donc là, évidemment, ça provoque un électrochoc. On dit, c'est pas possible. Nous, on veut progresser. Chaque année, on sort des iPhones avec toujours des nouvelles fonctionnalités, des ordinateurs qui font des trucs de plus en plus dingues. Et en même temps, on est de plus en plus pauvre, on vit de plus en plus misérablement. On est dans une misère pas seulement matérielle, mais aussi affective, morale, intellectuelle, etc. Donc les gens en ont marre. Tous les gens qui ont conscience de tout ça en ont marre et l'expriment d'une manière ou d'une autre. Ça s'exprime aussi avec le vote Front National. Voilà. Donc, et d'un côté de ça, donc il y a la promesse du progrès social qui n'est pas là, et puis de l'autre côté, la défense des valeurs fondamentales qui font notre civilisation, qui tiennent notre civilisation. Et ces valeurs fondamentales, le problème, c'est qu'il est difficile de les défendre aujourd'hui parce qu'on est tout de suite associé, assimilé à Pétain. Parce que Pétain, c'était travail, famille, patrie. Le problème, c'est que la valeur travail, la valeur famille et la valeur patrie, ben, oui, effectivement, il faut les défendre parce que ce sont les valeurs fondamentales de notre société. Défendre la nation, défendre la famille, parce que la famille, c'est quelque chose qui structure notre société, et même plus largement la tribu, hein, mais ça c'est encore autre chose. Et puis défendre aussi le travail, mais le travail noble, non pas le travail complètement aliéné au service de oui, au service d'intérêts financiers complètement dégénérés, complètement éloignés de nos préoccupations quotidiennes, voilà. Donc voilà, je crois que là, on est vraiment la victoire de Trump, c'est un événement important et planétaire qui s'inscrit dans cette révolution conservatrice mondiale, mais conservatrice dans le bon sens du terme, conservatrice pour revenir aux fondamentaux, revenir aux valeurs fondamentales de notre civilisation, si on veut pas qu'elle s'effondre. Voilà. Et je pense que la victoire de Trump s'inscrit là-dedans. Il faut que ce soit un électrochoc encore pour beaucoup plus de gens et qu'on construise un mouvement, qu'on arrive à coordonner tout ça et construire quelque chose qui soit vraiment cohérent. Mais je pense que ça va venir. Je pense on va avoir aussi des événements en France et en Europe qui vont changer la donne. Voilà. Voilà. Donc c'était une petite analyse sur cette situation. Moi-même, j'essaye en matière culturelle, en tant qu'écrivain, dans mes romans, j'essaye aussi de réhabiliter ce que j'appelle la figure du héros. Parce que depuis trop longtemps, en fiction, on exalte la figure de l'anti-héros. Voilà, et il y en a assez de cet anti-héros qui pousse notre société vers le bas. Je pense qu'une société, si elle veut pousser vers le haut, elle a besoin de modèles héroïques. Et de modèles héroïques sains. C'est-à-dire, voilà, de vrais héros. Et pour moi, c'est pour ça que dans mes romans, là, déjà dans mon dernier roman, j'ai créé une figure mais bon, qui est peut-être secondaire, mais en tout cas qui est déjà une figure de héros mythique. Et là, j'essaie de le réhabiliter. Hein. Et là, dans mon prochain roman, ce qui va sortir prochainement, je vais lui donner une place centrale. Je vais partir d'un anti-héros qui va devenir héros, même un héros mythique, super-héros ensuite. Donc là, il y aura tout un travail de réflexion aussi là-dessus, sur cette figure du héros, cette réhabilitation de la figure du héros, parce que notre société a besoin de ça. Et Trump, à sa manière, est un héros. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre considération. Mais voilà, donc je pense que une société a besoin de ça. Elle a besoin d'hommes providentiels, même s'ils sont fictifs, si vous voulez. Parce qu'après, bon, on n'a pas forcément d'hommes providentiels. Peut-être pas forcément besoin dans l'absolu. Mais en tout cas, il en faut au moins, euh, même s'il est fictif, même s'il est culturel, vous voyez, parce que c'est comme ça qu'il peut aider notre société à pousser vers le haut. Bon voilà, après c'est une maigre contribution, mais je pense que c'est pas rien. Chacun peut, selon ses compétences, amener sa petite pierre. Je pense qu'effectivement on pourra donner un aboutissement à cette révolution conservatrice. Voilà. Bon bah voilà, sur ce je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé mon analyse intéressante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, et puis à partager ma vidéo. Et j'en dirai plus bientôt sur mon prochain livre d'ailleurs. Voilà, en attendant donc bon dimanche, bonne soirée à tous, et à bientôt j'espère.